Bonjour et bienvenue au webinaire de la Fondation canadienne pour l'audit et la responsabilisation sur l'analyse des causes profondes dans les audits. Je m'appelle Julien Reynaud, je suis agent de perfectionnement professionnel à la Fondation. Je serai votre modérateur pour le webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes ravis que plus de 70 personnes se soient inscrites au webinaire d'aujourd'hui, des 4 coins du Canada ainsi que du Sénégal, la Suisse, la France et le Madagascar. Merci beaucoup de votre participation. J'imagine que, comme nous, vous êtes tous connectés de chez vous, dans l'isolement, pendant cette pandémie. Ce serait donc une session très décontractée et informelle. Cela dit, nous avons tout de même réussi à être quelque peu présentables en mettant au moins une belle chemise. Avant de présenter notre oratrice, j'aimerais vous expliquer le déroulement de ce webinaire. Les lignes téléphoniques des participants ont été automatiquement mises en sourdine pour éliminer les bruits de fond. Pour que le webinaire reste interactif, nous lancerons des questions de sondage à plusieurs reprises. Vous êtes également invité à soumettre des questions en utilisant la boîte à questions sur votre écran. Ces questions ne seront pas visibles pour le public. À la fin de la présentation, nous avons prévu pour 10 à 15 minutes de questions et réponses. Sharon, notre oratrice, répondra oralement à autant de questions que le temps permettra. N'attendez pas à la fin du webinaire pour envoyer vos questions. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions dans le temps dont nous disposons. Si ce n'est pas possible, nous publierons les réponses à vos questions sur notre site web. Un enregistrement de ce webinaire sera également mis en ligne ainsi que les diapositives. Après le webinaire, nous vous enverrons une courte enquête pour obtenir vos précieux commentaires. Comme plusieurs autres webinaires sont prévus, votre avis nous sera des plus utiles. Donc, c'est tout pour les questions de régie interne. Alors, pour revenir au sujet à l'ordre du jour, nous sommes rejoints par la vice-présidente de la Fondation, Sharon Clark, chargée du perfectionnement professionnel. Elle travaille dans l'audit performance depuis 10 ans et l'analyse des causes profondes est un sujet qui la passionne. Donc, bonjour Sharon et la parole est à vous. Merci Julien. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici avec vous pour cet webinaire sur l'analyse des causes profondes dans les audits. Et je sais que Julien a mentionné que nous avons avec nous des auditeurs de plusieurs pays. Nous avons le BVG du Canada, le VGQ du Québec, les municipalités au Québec, la Commission des municipalités du Québec. Je pense qu'on a du monde du Sénégal, Cameroun, la Suisse et Bénin. Donc, bienvenue tout le monde. J'aimerais vous poser une petite question pour commencer. Comme Julien a dit, vous allez voir la question sur vos écrans. Donc, combien utilisez-vous l'approche de l'analyse des causes profondes dans votre bureau? Donc, les choix sont oui, non ou pas sûr, juste pour nous donner une idée. Je vais vous donner quelques secondes à répondre. Il faut juste cliquer dans une des réponses. Quelques secondes de plus. OK. Alors, moi, ah, voilà. OK. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez dit pas sûr. OK. Donc, on va explorer ce sujet. Vous allez peut-être voir si oui ou non, si votre bureau utilise cette approche-là. Et sinon, donc, vous allez apprendre aujourd'hui un petit peu un aperçu des techniques et des catégories et vous pouvez peut-être le mettre en œuvre dans votre bureau. OK, donc j'ai juste une petite anecdote pour commencer ce webinaire.
Il y a quelques ans, je travaillais sur un mandat d'audit de performance et on était presque à la fin, presque au dépôt du rapport. Puis on avait la session pour la préparation médiatique. Donc, on avait une rencontre avec un ancien journaliste qui est spécialiste à nous poser des questions pour préparer l'équipe pour le huis clos avec les médias, la journée du dépôt. Donc, on a fait tout notre travail, la recherche, le dossier, on a rédigé le rapport, on avait tout prêt. Il nous pose des questions, donc, OK, combien de régions avez-vous visité? Expliquez ça. C'était quoi la conclusion? Puis ensuite, il me pose une question. OK, si c'est bien ça la conclusion, il faut que je vous demande, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes-là? Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi vous avez conclu ça? Pourquoi? Donc, je commence à répondre, je commence à dire toutes sortes de choses, mais je me rends compte assez vite que je n'ai pas nécessairement les éléments probants pour ce que je viens de dire. Donc, parce que l'équipe n'avait pas peut-être fait tout ce travail qu'on aurait dû faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment concentré sur l'analyse des causes profondes. Et donc, on ne pouvait pas bien répondre à ces questions-là. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je me suis rendu compte, OK, il faut faire un petit peu plus de travail sur le pourquoi. Là, vous voyez des manchettes. On a tout excité comme auditeur quand on fait les manchettes de nos audits, comme plan d'urgence désuet, le scandale, toutes les règles ont été ignorées, le VG trouve ci et trouve ça. Et on voit ça comme manchette. Et derrière ça, il y a souvent le même type de constatation. Si on regarde tous nos audits qu'on a fait dans le passé, on commence à voir que il y a certaines choses qui ressortent. Non? Le non-respect des règles politiques, des risques non gérés, les stratégies non existantes, les progrès non suivis, etc. Donc, on commence à voir quelque chose qu'on peut peut-être analyser plus en profondeur. Et la question est pourquoi? Pourquoi on a ces constatations et des fois, quand on fait un suivi du même sujet, on a la même constatation. On se demande pourquoi? Pourquoi? C'est la question qu'on peut répondre aujourd'hui. Alors, si vous avez pris des cours de la Fondation canadienne pour l'audit et la responsabilisation, vous avez peut-être déjà vu ces 4 C. Heureusement, tous les mots commencent avec C en français aussi. Donc, on a les critères. Vous connaissez bien les critères. Les conditions. En fait, ce sont les constatations, les conditions vis-à-vis les critères, les conditions qui existent. Les causes dont on va parler, les conséquences. OK? Les causes, c'est le why so en anglais. Les conséquences, c'est le so what. Et les causes, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va explorer les questions clés pour arriver aux causes profondes. J'aimerais mentionner ensuite, qu'on fait tout ça. Pourquoi on fait l'analyse des causes profondes? Parce qu'on veut arriver à un audit qui a un impact. On va avoir des recommandations, pas juste qui s'adressent aux conditions, aux constatations, mais aussi à la cause, axé sur la cause. Donc, pour chaque constatation, vous allez voir là-dedans plus tard, on va essayer d'avoir deux niveaux de recommandation. Une recommandation axée sur le symptôme et une autre axée sur la cause.
J'aimerais mentionner que tout ça, la Fondation a commencé à regarder ça il y a quelques années et on a publié un document de travail qui s'appelle « Mieux intégrer une analyse des causes profondes à l'audit de performance dans le secteur public ». Donc, tout le domaine d'analyse des causes profondes, ça vient du secteur manufacturier. Et donc, nous, on l'a adapté pour des audits parce qu'on a trouvé que c'est vraiment pertinent pour nous de regarder les causes profondes pour les constatations d'audit. Je vais mentionner plus tard l'autre travail que la Fondation fait. Donc, là, vous avez une image d'un arbre et des racines. Donc, c'est comme une métaphore. Vous pouvez voir que les branches et les feuilles sont comme représentent le rendement du ministère et les racines représentent les causes. Et là, vous pouvez voir certaines catégories des causes qu'on va discuter tantôt et aussi quelques techniques pour les analyser. Le 5 pourquoi, etc. On ne va pas tout couvrir aujourd'hui, c'est juste un webinaire d'une heure. Nous avons un cours sur l'analyse des causes profondes que vous pouvez prendre. En fait, on est en train d'élaborer une version virtuelle, comme salle de classe virtuelle de ce cours-là. Donc, vous pouvez avoir cette image en tête au fur et à mesure quand je vais parler des différentes catégories et des techniques. Parce que tout ce qu'on peut voir, peut-être, c'est le rendement, mais derrière tout ça, en dessous de tout ça, il y a les différents processus, l'autorité, l'exécution, la main-d'œuvre et la culture. Je vais parler tantôt un petit peu de la culture. OK, j'ai une autre question pour vous. Julien va mettre le petit sondage. Dans quelle phase est-ce qu'on devrait prendre en considération l'analyse des causes profondes? Phase planif, examen, rapport ou toutes les phases? Je vais vous donner quelques secondes à répondre. OK, Julien, est-ce qu'on reçoit des réponses? Oui, on a presque 100%. Je donne un autre 5 secondes. OK. 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 Voilà. Donc, 77% d'entre vous ont répondu à toutes les phases. Et oui, c'est bien ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous avez un graphique de toutes les phases de l'audit. Vous pouvez voir la sélection du sujet, puis ensuite la planification, l'examen et le rapport. Et vous pouvez voir comment est-ce qu'on fait l'analyse, est-ce qu'on prend en considération l'analyse des causes profondes dans toutes les phases. Donc, il ne faut pas attendre jusqu'à la fin que quelqu'un, par exemple, un ancien journaliste nous demande mais pourquoi vous avez trouvé ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'il faut prendre ça en considération dès le début. Pourquoi? Parce que ça va affecter les procédures d'audit, les éléments probants qu'on va collecter et toute l'approche qu'on va prendre, ça va dépendre des causes. Donc, il faut vraiment commencer dès le début de faire cette analyse-là, d'essayer de penser, OK, quelles pourraient être les causes et qu'est-ce qu'on va faire pour faire le travail d'audit pertinent. Donc, vous pouvez voir en bas des différentes tâches qu'il faut faire à chaque phase. Donc, c'est faire une idée des constatations, des causes profondes possibles dans la planification,
Donc, si vous faites une matrice logique au début, vous pouvez commencer à penser à ça en phase examen. Donc, vous allez peut-être faire des entrevues avec certains types de personnes, dépendamment des causes profondes que vous allez prendre en considération. Et bien sûr, phase rapport, vous allez mettre ça dans le rapport et rédiger les recommandations. Axé pas juste sur les conditions, les constatations, mais axé sur les causes. Donc, vous avez vu tantôt dans la racine de l'arbre des différentes catégories des causes profondes possibles. Donc, il y en a 6. Je vais discuter juste les 3 et j'ai choisi les 3 qui ont plus d'impact. En fait, la BVG d'Alberta a fait une analyse de leurs audits pour voir des causes, des catégories de causes les plus communes. Donc, on va commencer avec ces 3-là. Donc, le premier, l'autorisation. Et ça, c'est comme tone from the top en anglais. Ce qu'on dit, l'autorisation pour un programme, une activité, une fonction, l'orientation claire. Et souvent, on voit qu'il y a un manque d'orientation claire pour les activités de planification, de mise en œuvre et de rapport. Il y a des fois mauvaise compréhension du mandat et des structures de gouvernance faibles, inappropriées ou inexistantes. Des fois, on va avoir une ligne d'enquête juste sur ça. Je suis sûre que vous avez vu des exemples où on a une ligne d'enquête sur cet aspect-là, mais vous pouvez voir ça aussi comme une cause profonde pour des autres constatations. Ensuite, vous avez catégorie processus et planification. Donc, quelques indicateurs des causes possibles sont des règles ou des processus inexistants ou imprécis, ou des plans stratégiques et opérationnels non établis, non approuvés, et pas de critères SMART spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes, temporaires. Donc là, je suis sûre que vous avez vu ce genre d'indicateurs aussi. Là encore, ça pourrait être une ligne d'enquête, ça pourrait être une cause d'un problème qu'on regarde. La catégorie main-d'œuvre, ça c'est relié à la gestion de ressources humaines. J'aime bien ça, cette catégorie, parce qu'avant de travailler au BVG Canada, je travaillais comme consultante en gestion de ressources humaines. Et là, tout ça, on n'est pas toujours conscient quand on commence un audit, mais souvent, ça pourrait être la cause des problèmes, des constatations qu'on voit, comme des postes non comblés par des personnes compétentes, des faiblesses dans les méthodes d'embauche, de maintien, ou manque de clarté dans la définition des rôles de responsabilité, pénurie d'employés qui possèdent les compétences, absence de processus adéquats de supervision. On peut parler aussi des incitatifs. Donc, ça va affecter des résultats. Il y a des incitatifs pour des choses qui, peut-être, on ne devrait pas avoir. J'ai juste mis un exemple ici d'un audit. C'était un audit du ministère du Transport dans une province. Et la constatation, c'était que le ministre n'a pas d'approche cohérente à la sécurité des véhicules commerciaux. Donc, il y avait un manque de consistance. Et le rapport, bien sûr, explique pourquoi une approche cohérente est importante. Donc, ça, c'est vraiment la conséquence. Et ensuite, la cause, alors le rapport dit que cela est dû en partie de la structure du ministère. Les agents sur le terrain ne relèvent pas directement de la Direction générale de la sécurité, ce qui rend plus difficile de s'assurer qu'ils suivent la politique et les priorités de l'administration centrale. Donc, c'est une question de main-d'œuvre, de gestion de ressources humaines, mais aussi de structure, de structure aussi. Et j'ai posé une question, vous pouvez voir ici, je pense que ça disparaît de mon écran, mais pourquoi est-ce que cette structure existe? Non?
Donc, on commence à poser la question pourquoi une autre fois, pas juste une fois, et vous allez voir ça dans les techniques tantôt. OK. Donc, ce sont trois catégories. Et, je m'excuse, qu'il y a quelque chose toujours en anglais. Donc, on a ajouté la culture aussi comme une 7e catégorie. Et là, on commence à voir de plus en plus les audits de la culture. Avant, c'était comme quelque chose d'intangible. Comment est-ce qu'on peut auditer ça? Qu'est-ce que c'est? Mais on a vu que c'est quelque chose que oui, on peut auditer. En fait, la culture, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est fait. Right? Donc, on voit qu'il y a des causes possibles aussi pour une culture qui est peut-être pas appropriée pour un certain ministère, un certain programme. Donc, on peut voir des choses comme un ton incohérent ou inapproprié de la direction, l'absence de règles définissant le comportement, manque de formation, absence de mesures incitatives. Là, j'ai mentionné ça aussi dans la catégorie main-d'œuvre. Donc, on va promouvoir certains comportements et pas avoir d'autres comportements, absence de surveillance, de mise en application des mauvais comportements et l'existence de sous-cultures non conformes à la culture organisationnelle attendue. Donc, il y a toutes sortes d'indicateurs qui sont très importants et, comme j'ai dit, on commence à avoir de plus en plus d'audits juste la culture, comme je sais que la ville d'Edmonton en a fait un il y a 2-3 ans. Ou sinon, ça pourrait être une enquête ou quelque chose qu'on explore pour expliquer un résultat, une autre constatation. Donc là, vous avez toutes les catégories et ce que j'aimerais dire, c'est que on peut le diviser comme gouvernance et opération. Il y a comme une autorisation, etc., et plus gouvernance et l'autre opération. Vous allez voir cette distinction dans une des techniques que je vais expliquer dans quelques secondes. OK, donc, un petit test sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quelles sont les deux principales, quelles sont deux? Je ne vais pas dire les deux parce qu'on a eu 6, mais quelles sont deux principales catégories de causes profondes? Donc, vous avez des différents choix ici. L'autorité et santé, traitement et planification et pluriel, culture et le processus et la planification, équipement de protection et distanciation sociale, vidéoconférence et rapport de performance et de surveillance. On a eu un peu de fun avec ça parce qu'on est en période difficile et il faut avoir un sens d'humour. Donc, on va donner encore une dizaine de secondes. Voilà, OK. Ah, vous êtes on the ball. OK. OK, la plupart d'entre vous, 87, ont choisi la bonne réponse. La culture et là, je vois plus de questions, mais c'est ça. Donc, merci, Julia. La culture et le processus de planification, c'est comme une catégorie. La culture, c'est une autre catégorie. Le pluriel, super importante. Distanciation sociale aussi, mais ce ne sont pas des catégories d'analyse des causes profondes. Merci, Julie. OK. OK, donc on va parler de 3 techniques d'analyse de causes profondes. Je vais vous donner des exemples aussi. La première technique,
Ah, en fait, on avait une autre question. OK. Avant d'aller de l'avant, juste pour voir votre niveau de connaissance de cette technique, lesquelles sont deux techniques pour l'analyse des causes profondes. Donc là, vous avez vu déjà une des techniques. Donc, vous pouvez voir les autres choix de réponse. Je vais vous donner quelques secondes ici aussi pour répondre à ces questions. C'est juste pour être sûr, juste pour m'assurer que vous êtes là. Je suis seule dans la salle ici, mais je sais que vous êtes là quelque part. Voilà, OK, 90% ont bien répondu la technique des 5 pourquoi et le diagramme en arête de poisson. C'est ça. On va parler du biais cognitif tantôt, mais ce n'est pas une technique en soi pour l'analyse des causes profondes. Excellent, merci. OK, donc le 5 pourquoi, j'aime bien ça parce que ça nous force à réfléchir. On pose la question, pourquoi pas juste une fois, pas juste 2 fois, mais 5 fois. Donc, si quelque chose arrive, on n'arrête pas de poser les questions. C'est comme un enfant de 2 ans, mais c'est vraiment fun. Et ce que j'aime faire avec cette technique-là, dans une équipe d'Audi, par exemple, c'est que chaque équipier le fasse séparément, individuellement. Parce que c'est incroyable qu'est-ce qui va ressortir de cet exercice-là quand chacun pense, réfléchit seul. Donc, on peut avoir des pourquoi, des raisons très, très, très différentes. Si on le fait tout ensemble, ce qui arrive, des fois, c'est comme le groupthink, la première personne qui parle, tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai ». Donc, on le fait individuellement, puis là, on rencontre et on discute qu'est-ce qu'on a trouvé. On le fait exactement comme ça, comme exercice dans le cours d'analyse des causes profondes. Par ailleurs, donc si vous allez prendre le cours, vous allez voir ça et qu'est-ce qu'on fait avec les réponses. OK, donc là, on a un exemple d'une Audi. C'était une Audi de la disponibilité des ambulances. Et la constatation était que la disponibilité des ambulances n'a pas été conforme à la cible établie. OK? Donc, il n'y avait pas assez d'ambulances disponibles. Pourquoi? Le premier pourquoi. Le véhicule était souvent indisponible en raison de bris mécaniques. Pourquoi bris mécaniques? Nombre insuffisant de mécaniciens sur le site pour procéder à l'entretien et aux réparations nécessaires. OK, donc pas assez de mécaniciens. Pourquoi pas assez de mécaniciens? Trop peu de mécaniciens ont réussi le programme de formation de cours des dernières années. OK. Pourquoi? Il n'y a pas suffisamment de formateurs pour donner la formation requise. Et pourquoi? Beaucoup de formateurs ont pris leur retraite la même année. Il n'y avait pas de plan pour assurer la relève ou une stratégie de recrutement. OK. Intéressant. Donc, on a les deux recommandations, comme j'ai dit tantôt. Un, axé sur les symptômes. Donc, l'entité devrait s'assurer que les ambulances soient disponibles selon la cible établie. OK, il y a un problème, régler le problème. Et une autre recommandation axée sur la cause. L'entité devrait définir un plan de relève et une stratégie de recrutement de formateurs pour appuyer les activités d'entretien des véhicules. OK. Donc là, c'est super intéressant. Ce qui est un désavantage peut-être de cette approche-là, c'est qu'on suit juste une piste, non? Peut-être il y a d'autres pistes à suivre qui vont nous mener à un autre endroit, à une autre conclusion. OK? Donc, on a une autre approche qui s'appelle diagramme en arête de poisson, parce que ça a l'air d'un poisson. La tête du poisson, c'est la
constatation importante, ça devrait dire importante, c'est pas importance. Et vous pouvez voir les différentes catégories dont on a parlé tantôt. Les 3 catégories de gouvernance, les 3 catégories d'opération, puis ensuite la culture. OK? Donc, pour chaque catégorie, on essaie de penser aux différentes causes et pour chaque cause, une autre cause. Donc, c'est un peu une combinaison. On regarde les catégories, on peut poser la question pourquoi plusieurs fois aussi. OK? Donc, on a un exemple. Là encore, c'est les ambulances. Donc, on peut voir des différentes causes pour chaque catégorie. Par exemple, un processus et planification. On voit qu'il y a des plans opérationnels inadéquats, un processus de collaboration non défini, des critères vagues pour déclencher une réponse. On peut voir, par exemple, dans le main-d'œuvre, des personnes essentielles non impliquées, peut-être dans les décisions. Les critères pour appeler le personnel mal compris ou les spécialistes non disponibles, par exemple. Côté culture, et en absence de politique définissant le comportement attendu. Donc, vous pouvez voir, et pour chacune de ces causes, on peut demander pourquoi encore et comme créer une autre arrêt, une autre piste à suivre. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment super. Moi, je trouve super. Le 5 pourquoi j'aime bien, ça j'aime bien aussi parce qu'on peut suivre les différentes pistes. Une troisième technique, vous allez voir, ça s'appelle la cartographie des causes. C'est un peu, quand on voit cette diapo-là, c'est un peu comme le 5 pourquoi, mais il y a juste 3 pourquoi. Mais dans l'exemple qui suit, vous pouvez voir quand on demande la question pourquoi, on peut aussi suivre des différentes pistes pour répondre à ces questions. L'ambulance non disponible lors d'une urgence, pourquoi? Donc, on suit une piste, on pourrait suivre 2 pistes, 3 pistes. Donc, on a toutes sortes de causes en posant ces questions-là. Donc, pour moi, chaque technique a des avantages, des désavantages, mais je pense que pour un audit, vous pouvez prendre une combinaison, si vous voulez. Je pense que c'est important de poser la question pourquoi plusieurs fois, mais c'est important aussi de regarder des différentes catégories pour voir s'il y a des différentes pistes à suivre dans l'analyse des causes profondes. Je suis habituée à demander s'il y a des questions actuellement, mais on va attendre à la fin. N'attendez pas à écrire vos questions dans la section pour les questions sur l'écran et on va essayer de répondre aux questions à la fin. Alors, un gros mise en garde, si vous voulez, avec toute cette approche-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les biais cognitifs qui pourraient affecter notre jugement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Quand on essaie toujours de regarder des causes et effets, on peut juger qu'une certaine chose, un certain élément cause quelque chose, mais c'est pas nécessairement le cas. Peut-être qu'il y a une corrélation, mais peut-être c'est pas la cause de ce problème. Donc, il faut faire attention. Et j'ai fait comme une combinaison de quelques diapos qu'on avait pour vous montrer quels sont les biais qu'on devrait prendre en considération et qu'est-ce que c'est et pourquoi on a ces biais-là. Donc, c'est quelque chose souvent inconscient parce qu'on reçoit beaucoup d'informations dans chaque audit. Beaucoup de recherches, beaucoup d'entrevues, beaucoup d'analyses. Et là, notre cerveau fait quelque chose inconscient. Le cerveau trouve des raccourcis pour analyser toute cette information. Donc, il faut faire ça sans beaucoup de temps. Peut-être qu'il y a une incertitude, donc il faut remplir les vides,
s'il y en a, et faire des jugements. On n'a pas de choix, comme auditeur, de faire un jugement. On est payé pour ça. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de biais qui pourraient affecter notre jugement. Je vais parler juste de 4 types. OK? Le biais de disponibilité. Donc, si quelque chose est disponible, si quelque chose est là, c'est sûr qu'on va prendre ça plus en considération de quelque chose qu'on n'a pas. Comme avec les éléments probants, c'est sûr, on essaie d'avoir tous les éléments probants pour une constatation, mais des fois, on manque quelque chose, mais peut-être on n'a même pas conscience qu'on le manque. Donc, c'est un biais de disponibilité. Le biais d'ancrage, donc, un exemple de ça, par exemple à Provigo ou à l'épicerie, vous pouvez voir quelque chose qui est normalement 5 $. Là, il y a un rabais, il y a une vente, c'est juste 3 $. Donc, comparé à 5 $, 3 $, c'est beaucoup moins, non? C'est l'encre qui affecte notre jugement. Et dans l'audit, c'est la même chose. Si on voit quelque chose au début, donc ça affecte notre pensée. Donc, si on voit un élément probant qui contredit ça, on va dire, oh, mais peut-être c'est moins important parce qu'au début, j'ai vu ça et ça, c'est l'élément probant le plus important. Non? Le biais de récence, c'est un peu l'inverse parce que, comme j'ai dit, on voit beaucoup d'informations et peut-être la chose la plus récente, le document le plus récent qu'on a vu, c'est plus important pour nous parce que c'est plus récent et on a déjà oublié tout ce qu'on a vu au début de l'audit. OK, biais de confirmation, ça c'est tellement commun et on le voit par exemple dans nos opinions politiques, non? On a certaines opinions, puis par exemple sur Facebook, tous nos amis ont la même opinion, donc c'est sûr que c'est la bonne opinion parce que tout ce qu'on voit, c'est la même opinion, non? Donc la même chose dans l'audit, on essaie de développer une théorie de tout ce qu'on a vu. Donc, on va mettre plus d'importance sur les documents qui vont confirmer ce jugement, cette analyse, cette approche-là. Non? Il faut faire bien attention parce que des fois, on a tous les éléments probants, on pense, OK, c'est bien ça, la constatation, mais peut-être plus tard, on va recevoir nos documents qui est super important, on n'a pas vu avant et on peut pas l'ignorer. Il faut le prendre en considération pour être sûr que notre hypothèse est exacte ou peut-être qu'il faut changer d'hypothèse. Donc, tout ça est super important dans l'analyse des causes profondes parce que, comme j'ai dit, on essaie toujours de chercher la relation cause et effet et peut-être il n'y en a pas. Donc, faites attention. OK, en fait, ça c'est le contenu que je voulais partager avec vous. C'est vraiment un aperçu. Il faut prendre le cours que nous avons de 2 jours et on est en train d'élaborer, comme j'ai dit, une version virtuelle. Ça va être comme on va vous donner, on va avoir un instructeur, on va vous donner l'heure et le jour, et ça va être peut-être comme 4 demi-jours. On est en train d'élaborer tout ça, mais on va vraiment être capable de vous offrir ce cours-là qu'on donne en personne. Ça, c'est l'idéal. Tous nos cours, évidemment, l'idéal est d'avoir des cours en personne. Pendant cette période-là, on peut pas. Donc, on veut vraiment retourner à vous donner les cours en personne, mais entre-temps, on va avoir une autre option pour vous. Donc, juste avant d'aller aux questions, j'aimerais juste vous donner un peu plus d'informations sur ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est la Fondation canadienne pour l'audit et la responsabilisation? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous avez le triangle, ce qu'on appelle le triangle de la responsabilisation. Et vous voyez l'audit, le Parlement et le gouvernement. Et chacun joue un rôle important et
ce qu'on fait à la Fondation, on donne la formation et on fait la recherche pour tous les trois. Donc, on fait la formation des auditeurs et on a la recherche, les documents de travail que vous pouvez voir sur notre site web pour les auditeurs externes, législatifs, mais aussi l'audit interne. Dans chaque ministère, on donne la formation et on fait la recherche pour l'audit interne aussi. Et on offre aussi les ateliers, la formation pour les membres des comités des comptes publics au Parlement. Et leur rôle est très important, comme vous savez, parce que eux jouent un rôle important dans la responsabilisation pour s'assurer que les ministères mettent en œuvre nos recommandations. Donc, des fois, des parlementaires arrivent ou ils sont élus, ils ne connaissent pas trop le processus et qu'est-ce qu'ils doivent faire, et c'est quoi le comité des comptes publics, et c'est quoi le rôle des audits de performance. Puis, on donne ces ateliers pour qu'ils puissent apprendre, poser des questions, et être plus familiers avec tout le travail que les auditeurs législatifs font. OK. Là, vous avez, je m'excuse qu'il y a une photo qui est plus grande que les autres, mais le petit cours qu'on offre, c'est le principe de base de l'audit de performance. Et ça, c'est un cours un peu plus long. Nous avons des auditeurs dans les provinces qui ont pris ce cours-là. On le donne aussi à l'étranger, partout dans le monde. On a tous ces cours-là, je devrais dire en anglais, français et quelques-uns en espagnol, porque me gusta enseñar en espagnol. Et aussi, des fois, avec les interprètes, par exemple, on a donné un cours pour le bureau d'audit de la Libye. On l'a donné en Tunisie, qui est à côté de la Libye, et on a eu des interprètes pour l'arabe. Donc, on a un cours plus avancé, le diriger des audits réussis, la rédaction de rapports efficaces, la collecte de l'analyse des éléments probants et aussi l'audit de genre, comme l'égalité des sexes, et aussi, je m'excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le cours d'analyse des causes profondes. Donc, on a tous ces cours-là qu'on peut vous offrir. OK. Donc, on passe à la période des questions et Julien va nous dire combien de questions on peut prendre et je vais essayer de répondre le mieux possible à vos questions. Effectivement, bon, merci Sharon. Effectivement, on a des questions. Donc, la première question, est-ce que nos rapports devraient contenir les deux niveaux de recommandation? Donc, est-ce que nos rapports devraient contenir les deux niveaux de recommandation? OK, merci pour cette question-là. Moi, je le trouve vraiment utile parce que ça nous force à considérer les causes et c'est aussi quelque chose qui peut aider à résoudre le problème, la condition, la constatation. S'il y a quelque chose qui ne marche pas et on dit seulement, bon, il faut le réparer, vous n'avez pas de plan pour ci et ça, il faut élaborer un plan, mais peut-être il y a une raison pour laquelle le ministère n'a pas ce plan-là, cette stratégie-là. Donc, avec la deuxième recommandation, je pense que ça va à un prochain niveau. Ça nous force comme auditeurs et aussi le ministère à considérer le pourquoi et s'adresser à cette cause aussi. OK, merci. Donc, on a une autre question. Jusqu'à quel point est-ce que c'est approprié d'impliquer le client d'audit dans l'analyse des causes profondes? Puis, c'est une question, quand on a fait le webinaire en anglais la semaine dernière, très similaire, une question très similaire qui a été posée. Donc, très bonne question. Sharon, à vous. Oui, exactement. On a eu cette question en anglais. Et oui, moi, je dirais que oui. C'est pour ça que quand on décide qu'on va
peut-être aller dans la catégorie main-d'œuvre et on veut comprendre le pourquoi, les raisons pour certains comportements, certains problèmes. C'est sensible, c'est sûr, mais peut-être on pourrait poser la même question aux gestionnaires et aussi aux employés affectés parce qu'eux, ils vont avoir leur théorie aussi. On va faire nos travail, on va faire cet exercice aussi, mais oui, absolument, je pense que ça vaut la peine de demander pourquoi et ça va nous mener dans une autre piste, peut-être où qu'on n'a pas pensé avant. Merci. Donc, il y a plus d'autres questions qui ont été posées par les participants, mais je sais qu'il te reste encore quelques exemples à montrer. Si durant ce temps-là, si vous pensez à d'autres questions pour Sharon, n'hésitez pas de les poser. Et puis, on a encore un peu de temps, là, on va pouvoir peut-être que Sharon va pouvoir les répondre. Alors, Sharon, je te laisse continuer. OK, merci. Pour moi, j'ai anticipé la question. Pourriez-vous nous donner plus d'exemples, des analyses de causes profondes? Qui fait ça? Et donc, j'ai mis deux exemples à la fin. Je peux vous expliquer ça. Ça, c'est un audit que le BVG d'Alberta a fait sur le système de soins de santé en 2017. Et c'était un suivi, en fait, de 40, plus de 40 audits précédents qu'ils avaient fait sur différents aspects du système de soins de santé depuis 1990. Et ce qu'ils ont vu, comme j'ai dit au début, quand on voit les mêmes constatations, les mêmes types de constatations, audit après audit, on commence à se demander encore pourquoi. Donc, en ce cas-là, la constatation majeure, c'était que les Albertains ne recevaient pas la qualité des soins de santé qu'ils pourraient recevoir avec toutes les ressources qu'ils avaient. Et des mêmes lacunes persistaient car les causes profondes n'étaient pas résolues. Donc, l'audit a dit ça. Donc, ils ont fait l'analyse pour voir les causes de ce résultat-là. Ils ont trouvé comme trois catégories ou trois éléments principaux pour expliquer ça. La structure fragmentée du système de santé, le manque d'intégration des services médicaux et des services prestataires de soins et le manque de partage et d'utilisation des informations cliniques. Donc, ils ont fait cette analyse-là avec les techniques dont on a parlé. Donc, il y a le rapport se concentre sur ces causes-là et pas juste la même constatation. Non, ça ne marche pas, c'est pas de bonne qualité. Donc, ils ont fait vraiment un bon travail pour regarder toutes les causes pour expliquer tout ça. Un autre exemple, Colombie-Britannique en 2015, c'est là encore système de santé. Peut-être je concentre trop sur ce système de santé, mais j'imagine qu'on va avoir des audits dans les prochaines années sur le système de soins de santé après cette période-là. Mais là, ils ont constaté que le ministère employait une approche commande et contrôle. Donc, c'était une partie de l'audit. Il y avait des constatations, puis ensuite, il y avait toute une section sur what went wrong, pourquoi c'est arrivé. Donc, ils ont exploré toute la culture de ce ministère qui avait cette approche-là de commande et contrôle sur les projets. Et dans l'audit, ça explique que les principales organisations de soins de santé s'éloignent de ce style de leadership dominant en faveur des approches plus collaboratives. Des nouveaux styles de leadership se concentrent sur un objectif commun plutôt que l'autorité positionnelle. Et ces nouveaux leaders développent et favorisent une culture organisationnelle libre du blâme et de la honte. Et la recommandation était que le ministère regarde son approche de leadership actuel et développe une stratégie de leadership plus collaboratif pour les futurs projets informatiques. Et là, vous voyez, c'est la culture
une catégorie qu'on a discuté qui est vraiment importante parce qu'ils ont vu que c'est vraiment la culture qui était derrière les problèmes. Et si vous êtes familier avec nos dits système de paie Phoenix pour les fonctionnaires canadiens, là aussi, c'est ressorti la culture comme cause des problèmes. Et là, le VG a posé des questions, mais comment est-ce qu'on peut auditer la culture? C'est bien le problème, la culture, mais comment est-ce qu'on peut auditer ça? Là, on voit que oui, les bureaux du vérificateur général commencent de plus en plus à auditer la culture comme cause propre. OK, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Julien? Oui, donc on a reçu d'autres questions. Une question que je vais adresser après la première moi-même, c'est par rapport au document de la présentation. Donc, l'autre question, c'est comment assurer la validation des candidats et recommandations si le client est fermé ou sur la défensive? OK. Là, c'est toujours le cas. Et c'est presque toujours la défensive. Donc, c'est pour ça que dès le début, on essaie d'établir des bonnes relations, on explique qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on est là. Et aussi, si on va prendre cette approche-là d'analyse des causes profondes, je pense que c'est une bonne idée de commencer à expliquer ça aux représentants du ministère avec qui on fait affaire dès le début pour qu'ils comprennent que c'est pas juste la conformité, on regarde plus en profondeur le problème et peut-être avec cette approche-là, vont être un peu plus ouverts, mais c'est sûr que c'est souvent un problème à la phase de validation de faits. Mais moi, je dirais, attendez pas jusqu'à cette phase-là pour expliquer l'approche qu'on prend avec l'audit, avec l'analyse des causes profondes. OK, merci. Donc c'est tout pour les questions par rapport à l'analyse des causes profondes. Donc, j'ai une question plus générale. C'est pour savoir si vous auriez accès aux documents utilisés pour la présentation. Donc, le PDF de la présentation sera disponible sur notre site web, ainsi que le document de travail que Sharon avait montré plus tôt dans la présentation. Donc, ce sera disponible au cours de la semaine. Alors là, j'ai deux autres questions qui viennent rentrer. Oui. Est-ce qu'on doit ajouter des étapes à notre méthodologie et nos processus afin de nous assurer que les équipes d'audit regardent les causes profondes? Moi, je dirais que oui, ça devrait faire partie absolument des plans d'audit, des programmes d'audit, parce que ça va impliquer d'autres tâches, d'autres types d'entrevues, d'autres types d'analyses, même quantitatives aussi. Donc, il faut absolument prendre ça en considération dès le début. Et c'est pas que le plan va être beaucoup plus détaillé ou beaucoup plus long. Il faut toujours faire attention que ce n'est pas trop de travail pour faire dans le temps que vous avez pour effectuer un audit. Donc, mais absolument, ça va affecter les procédures. Donc, ajouter cette étape-là et cette tâche-là à vos plans. Donc, on a une autre question. C'est bien, toutes les questions nous rentrent maintenant. C'est excellent. Faut-il valider avec le client les techniques d'analyse des causes profondes? Donc, validation. Je ne sais pas s'il faut le valider, mais comme j'ai dit, d'expliquer, de communiquer ce que vous allez faire et pour qu'ils comprennent pourquoi, en effet. Mais je ne dirais pas nécessairement, je ne pense pas que vous avez besoin de valider ça avec l'entité, avec les clients. Alors, j'en ai une autre.
de quelle manière peut-on documenter l'analyse des causes profondes? OK. Et ça, je dirais comme les autres éléments de l'audit, je dirais que pour chaque procédure, vous devez avoir des éléments probants. Donc, si dès le début, vous ajoutez certaines procédures pour aller plus loin sur une piste, deux ou trois des catégories, il faut le documenter exactement comme les autres éléments de l'audit. OK. Bon, merci Sharon. Donc, en ce moment, on n'a plus d'autres questions. Alors, c'est parfait. On va juste mentionner. Bon, toi, tu peux le mentionner, moi, je peux le mentionner. On a deux autres webinaires qui s'en viennent. L'audit de la culture organisationnelle. Donc, on a parlé aujourd'hui un petit peu de la culture. Et il y a beaucoup d'autres éléments dans ce webinaire-là. Donc, on vous invite de vous inscrire pour et aussi pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les outils. Donc, mois de mai, mois de juin, anglais, français. Comme j'ai dit, on aura le webinaire sur la culture en espagnol aussi. Le 20 mai, en fait, on pourrait vous envoyer l'information si ça vous intéresse. Les autres webinaires sont gratuits pour les membres. Si vous n'êtes pas encore membre, c'est pas grave. Notre directrice de communication va communiquer avec vous pour vous convaincre de devenir membre. OK. Donc, merci beaucoup, Sharon, de nous avoir présenté ce sujet et d'avoir partagé vos précieux conseils sur l'analyse des causes profondes. J'aimerais aussi remercier tout le monde qui a participé au webinaire d'aujourd'hui. Donc, tel que Sharon a mentionné, prenez un moment pour vous inscrire au prochain webinaire. Nous espérons sincèrement vous voir. Et finalement, on aimerait vous souhaiter un très bon après-midi et puis que vous restez tous en très bonne santé et en sécurité. Au revoir tout le monde. Merci Julien, merci tout le monde. Bon après-midi, bonne soirée.